Les conflits sociaux, PTT reprise hésitante, SNCF perturbation demain, enseignement, les négociations sont mal parties. Le Conseil national palestinien confirme son virage, Yasser Arafat sur le point d'imposer une forme implicite de reconnaissance de l'État d'Israël. Le plan anti-sida en péril, un préservatif sur 3 ne serait pas efficace, selon la revue 50 millions de consommateurs. Littérature, le prix Goncourt couronne Éric Orsena et son exposition coloniale, le Renaudot à René Depestre, auteur haïtien. Bon anniversaire, Mickey a 60 ans et il continue de faire des affaires d'or. Madame, monsieur, bonsoir. Les fabricants multiplient les formes, les couleurs et même les parfums. Pour en vanter les mérites, ils ne reculent devant aucun adjectif flatteur pour l'utilisateur. Les campagnes se multiplient pour en recommander l'emploi en ces temps de mœurs faciles et surtout de sida. Des plaisanteries graveleuses aux cris d'alarme lancées périodiquement par les experts, les préservatifs se vendent de plus en plus, le marché est porteur et le ministère de la Santé vient de lancer, vous le savez, une nouvelle campagne nationale en faveur de leur utilisation. Seulement voilà, rien apparemment ne garantit leur qualité. Le mensuel 50 millions de consommateurs va publier dans son prochain numéro une étude qui est un vrai pavé dans le latex. Plus d'un préservatif sur 2 serait de mauvaise qualité, plus d'un sur 3 serait inefficace contre le virus du sida. Alain Labouze. Gonflé jusqu'à la rupture, étiré, mesuré sous toutes les coutures, 41 marques de préservatifs ont passé de durs moments au laboratoire national d'essai. À l'arrivée, 23 marques se sont montrées défaillantes pour des raisons allant de l'éclatement précoce à l'emballage défectueux ou encore une porosité importante amenant à se poser des questions sur leur efficacité réelle. Les bonnes notes sont allées à Olla, Profiltex ou Durex. En queue, on retrouve Derby, Sava ou Perle 3. Mais ce qui est surtout inquiétant, c'est qu'on trouve encore en vente libre des préservatifs n'ayant jamais satisfait aux normes françaises, bien qu'il semble que ces préservatifs ne puissent pas laisser passer le virus du sida. Oui, il y a 2 raisons pour affirmer cela. La première, ce sont des travaux qui ont été faits spécifiquement pour étudier l'imperméabilité des préservatifs au virus du sida dans différents pays et qui ont montré que toutes les marques, dont certaines sont vendues en France, sont imperméables au virus. Et deuxièmement, l'application de la norme française, qui est une norme très sévère et qui ne laisse passer que des toutes petites molécules, alors que le virus est une grosse molécule, 400 fois plus grosse. Au moment où le ministère de la Santé s'apprête à lancer une série de clips pour inciter à l'usage du préservatif, il serait peut-être judicieux de rendre plus durs les tests permettant d'attribuer les normes NF. Ainsi, les futurs utilisateurs sauraient que leur santé est parfaitement préservée. D'un conflit à l'autre, le climat social s'alourdit et s'enlise. Au PTT, le mouvement devient confus, la circulation du courrier a repris, mais la grève continue dans certains centres de tri. Le point avec Maryse Manot. Au PTT, quelques centres de tri jusqu'ici épargnés par la grève emboîtent le pas aux chauffeurs postiers de Paris après les mesures prises par Paul Quillès pour libérer les centres. La plus grande poste de Paris, rue du Louvre, est à nouveau bloquée par une petite moitié du personnel en grève. En province, après Orléans, Amiens, le mouvement gagne maintenant Nice, Marseille, Toulon et Toulouse. À Lyon, il n'y avait ni bus ni métro pour ce 20e jour de grève. Les négociations marathon entre direction et intersyndicales se sont achevées tard la nuit dernière, mais c'est demain matin que les employés des transports votent à bulletin secret sur la poursuite de la grève. Issue incertaine, car si les grévistes ne réclament plus que 500 francs d'augmentation par mois, la direction, elle, propose la moitié seulement. À EDF, tous les syndicats, sauf la CGT, viennent de signer le premier accord salarial 88-89 dans les entreprises publiques. Les agents d'EDF auront 2,2% d'augmentation en 88, dont une petite partie rétroactive au 1er janvier, et 2,2% également en 89. Je crois que c'est un pas en avant non négligeable. Il faut quand même se souvenir que depuis plusieurs années, nous étions dans un cycle de perte de pouvoir d'achat. Pour la première fois, on vient y donner un coup d'arrêt. Et pour nous, c'est le point de départ de retrouver une dynamique de progression pour demain. Cet accord, qui renoue avec la politique contractuelle, isole la CGT à la veille de sa journée d'action de demain. Oui, le président du CNPF, François Périgaud, a demandé ce matin au Premier ministre des mesures d'urgence pour soulager les entreprises
qui souffrent de plus en plus des grèves du secteur public, poste et transport notamment. Dans les transports, précisément, c'est au tour de la SNCF demain d'entrer dans le mouvement. Tous les syndicats de cheminots ont rejeté aujourd'hui le projet de budget 89 proposé par la direction générale. Attendez-vous donc à de sérieuses perturbations, inégales cependant selon les réseaux, et surtout renseignez-vous à temps. Les cheminots n'ont pas le moral et les raisons sont multiples. Nicolas Jacobs. Guichetier, gare de Lyon depuis 8 ans, 5 800 francs par mois. Demain, Didier Fontaine, militant CFDT, fera grève. Avec ses collègues, il refuse les dernières propositions salariales de la direction comprises entre 2,4 et 3,3% cette année et 2% en 89, alors que les cheminots évaluent à 11% la perte de leur pouvoir d'achat depuis 83. Mais en toile de fond à ce conflit reviennent la sécurité, les réductions d'effectifs, tout ce qui fait le malaise de la SNCF. Signe de ce trouble, la direction nous a interdit de filmer Didier Fontaine à son poste. Il a fallu le rencontrer hors de la gare. On sent un horizon complètement bouché dans la mesure où il y a effectivement plus rien. Bon, non seulement des remonts de carrière en termes de travail, mais aussi en termes d'examen, en termes de formation. Aujourd'hui, on a un ensemble de techniques qui évoluent dans l'entreprise. On n'est absolument pas associé à ça. C'est-à-dire que les techniques nous tombent dessus, on n'a qu'à s'adapter, on n'a aucune formation qui est prévue, on a des informations après que ce soit mis en place. Enfin, c'est une entreprise qui fonctionne de manière complètement lourde. Le climat chez les agents SNCF est plus à la lassitude qu'à une réelle mobilisation. D'ores et déjà, la SNCF prévoit un trafic normal sur les réseaux Est, Nord et TGV. Sur les autres, 2 trains sur 3 devraient circuler. Quant à la banlieue, on prévoit 1 train sur 2. Autre secteur exposé, l'enseignement. Le ministre de l'Éducation nationale, Lionel Jospin, a entamé aujourd'hui ses négociations avec les différents syndicats sur la revalorisation de la condition enseignante. Chantal Kimerlin. Le sourire du ministre est trompeur. Lionel Jospin sait que les négociations seront très difficiles. Pour la communale comme pour l'université, il devra s'expliquer cette semaine face à des partenaires sociaux très déterminés. J'ai la certitude que des négociations longues et difficiles vont s'engager. Le face-à-face le plus dur, c'est sans nul doute avec le SNES qui revendique une augmentation de 25% du salaire des enseignants. Un syndicat qui n'a pas attendu les négociations pour mener des grèves tournantes dans tous les lycées jusqu'à la fin du mois. Entre le tout de suite et le rien, je crois qu'il y a possibilité de programmer et de tracer des perspectives. Une troisième surprise attendait le ministre. Le syndicat des instituteurs, pourtant proche des socialistes, entre de front dans la bagarre. Il ne faut pas que des ordres descendent d'en haut, il faut que des orientations soient fixées et qu'après on laisse les enseignants travailler. Un vrai marathon pour Lionel Jospin jusqu'à vendredi. Le résultat des négociations est attendu pour la première quinzaine de décembre. En toile de fond aux différents conflits sociaux, la CGT et le Parti communiste qui s'efforcent en cheville d'attiser ou d'exploiter à leur profit le climat actuel. Un climat qui pèse lourd sur le Parti socialiste. Des troubles sociaux au malaise politique, le pas est franchi pour beaucoup de militants socialistes. C'est ce qu'a constaté à la base dans une section de Saint-Maur, plutôt tendance Jospin, Véronique Saint-Olive. Aujourd'hui, c'est quoi le Parti socialiste? Aujourd'hui, quels sont nos projets? François Mitterrand au fond, veut casser la droite. J'ai peur que le gouvernement ne finisse par casser la gauche. Moi, quand j'entends parler maintenant des ministres socialistes, tels qu'Ies, parce que je parle de Ies puisque c'est le mien, tels qu'Ies qui en arrivent aujourd'hui à menacer d'envoyer les CRS contre des centres qui sont en grève, et où est-ce qu'on va? Ils en ont ras leur casquette de militants socialistes. Et ils le disent, sans tourner autour du pot. Ces socialistes de la base ne comprennent plus. Avec la réélection de François Mitterrand, ils attendaient une gauche triomphante. Ils ont eu Rocard et l'ouverture. Ils espéraient des mesures sociales, mais leurs revendications se multiplient dans le vide et leurs camarades sont dans la rue. On n'est plus sur la même longueur d'onde. C'est vrai que le mois dernier, on parlait beaucoup des vins. Maintenant, on va parler de qui est. J'espère qu'on ne va pas continuer comme ça à ce rythme-là et tous les mois. Si, c'est sûr, parce que en ce moment, je suis dans mes petits souliers. Parce que, premièrement, je suis obligé d'être solidaire des grévistes. Mais je suis obligé sans être obligé. Je suis solidaire, c'est automatique. Je suis solidaire des grévistes. On est vraiment dépassé. Parce que on lance la grève des notes, la grève administrative, les grèves tournantes. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans au milieu? On va descendre dans la rue? Moi, je flageole. Hein.
Aujourd'hui, les militants de base, désemparés et désorientés par l'action du gouvernement Rocard, se retournent vers le parti. Plus question de blanc-seing, l'heure est à la vigilance. Ça veut dire que le Parti socialiste sera plus un parti godillot comme entre 81 et 86. Ça veut dire que les socialistes diront tout haut ce que pensent les travailleurs tout bas. À gauche, l'incendie court, mais les socialistes qui ne veulent pas jouer les incendiaires débattent pour trouver une nouvelle stratégie. Pour eux, elle passe tout simplement par la reconnaissance d'un électorat à qui il faut donner du grain à moudre. Ce qui manque là, c'est des signes envers les gens qui bougent, qui s'inquiètent, pour leur montrer que le gouvernement a été élu par eux, pour eux, et va leur donner satisfaction, parce que c'est fondamentalement ce pourquoi il a été élu. On défend le gouvernement. Mais entre nous, effectivement, on peut critiquer le gouvernement. Et vous lui faites quand même confiance? Aujourd'hui, contre la droite encore, oui. Contre la droite, oui. Et c'est vrai, car si les militants socialistes de Saint-Maur grognent, se fâchent et critiquent, aucun d'entre eux, à ce jour, n'a encore déchiré sa carte du parti. 2 socialistes pour un fauteuil, celui de la mairie de Marseille. Tractations et rumeurs vont bon train depuis la désignation hier de Michel Peuzet, candidat officiel du Parti socialiste aux prochaines municipales, et la volonté de maintien du maire actuel, Robert Vigouroux. La campagne est déjà commencée. Sur place, Roland Sicker. Un tiers de Peuzet, un tiers de Vigouroux, un tiers de Gaudin, un tiers de Front National et de Parti communiste. Comme dans la fable, le pastis marseillais est une alchimie complexe. Et de fait, la décision du maire de Marseille de maintenir sa candidature a plongé les socialistes marseillais dans l'embarras. 2 prétendants pour un seul fauteuil, c'est trop. Pourtant, Michel Peuzet, le candidat régulièrement investi, préfère ne pas jeter d'huile sur le feu. Nous sommes face à un danger. Ce danger, c'est la droite. C'est une droite à Marseille qui est alliée au Front National. Il faut donc qu'il y ait l'ensemble. D'abord l'ensemble des socialistes, l'ensemble de la gauche, et au-delà. Michel Peuzet qui voudrait rassembler, pourtant les 2 états-majors pensent pour l'instant plus à la constitution de leur liste qu'à un éventuel accord. Une division qui pourrait faire l'affaire de Jean-Claude Gaudin, le candidat de l'UDF enfonce le clou. Ce qui est navrant, ce ne sont pas les rivalités, les ambitions entre les personnes, c'est que cette ville, depuis 3 ans, n'a plus été dirigée. Que cette ville n'est pas en état de marche. Déjà 3 candidats en lice, et pourtant les grandes manœuvres ne font que commencer. Bernard Tapie aurait été pressenti pour figurer sur la liste de Robert Vigouroux. La bataille de la mairie de Marseille s'annonce chaude. Simplification du processus, encouragement accru aux ménages à revenus modestes qui veulent acheter leur logement, c'est le sens du rapport établi par Jean-Michel Bloclené à la demande du gouvernement et dont le ministre du Logement, Maurice Faure, doit maintenant décider l'application. Jean Pézieux. L'accession sociale actuellement repose sur un prêt, le PAP, et une aide personnelle au logement, l'APL. Le PAP à taux progressif n'a plus de sens avec la désinflation et l'APL coûte de plus en plus cher au budget. On remplacera donc PAP et APL par une forte prime d'environ 80 000 francs, complétée par une aide personnelle. Le tout 120 000 francs réservés aux ménages modestes. Toutes les banques pourront accorder les prêts qui compléteront cette prime. Aujourd'hui, les PAP sont délivrés par des établissements spécialisés, crédits fonciers et crédits immobiliers. Les banques seront mises en concurrence afin d'obtenir un prêt à un taux d'environ 10%. Autre originalité, la prime pourra servir à acheter un logement ancien. L'ancien étant 25 à 30% moins cher que le neuf, le gouvernement espère rendre ainsi l'accession possible aux moins fortunés. Pour éviter que des marchands sans scrupules ne vendent des taudis, une expertise sera sans doute obligatoire. Enfin, on demandera à l'acquéreur un apport personnel, avec une épargne préalable obtenue après 2 à 3 ans d'effort. Un effort qui permettra aux ménages de tester leur capacité de rembourser ensuite la même somme pendant 15 à 20 ans. C'est un accident de la route particulièrement affreux qui a frappé hier soir un père et ses petites filles sur l'autoroute de l'Est près de Quincy, en Seine-et-Marne. Un accident qui a aussi bouleversé la vie d'une jeune femme qui s'est présentée tout à l'heure à la gendarmerie de Melun. Elle aurait écrasé sans s'en rendre compte et avant beaucoup d'autres automobilistes la petite Gaëlle qui était partie chercher secours alors que son père se mourait au bord de l'autoroute après un dérapage fatal. Michel Monpontet, Claude Crespo. Au bord de l'autoroute A4, Gaëlle, 12 ans, Amélie, 6 ans, et leur petite sœur Marion. Il fait nuit. Leur père, le docteur Gombert, vient d'avoir un accident. Sa voiture s'est retournée. Il est sans connaissance.
Ses 3 enfants ont été, elle, éjectés, indemnes de ce véhicule. Gaëlle, l'aînée, part alors chercher du secours. Elle croit que les automobilistes circulant sur l'autoroute vont s'arrêter et sauver son père. Elle croit que ses cris et ses signes vont suffire. Une voiture la fauche sur le bas-côté. Elle est tuée sur le coup. La jeune femme au volant qui vient de l'accrocher s'enfuit. Elle ne s'est rendue qu'aujourd'hui à la police, traumatisée. Mais le drame n'est pas clos. Plus d'une vingtaine de voitures vont alors rouler sur le corps de Gaëlle. Aucune ne va s'arrêter. Aucune non plus ne verra 2 petites filles paniquées demandant du secours au bord de cette autoroute. La première voiture ne s'arrêtera que 20 minutes plus tard. Le délit de fuite n'est pas chose courante sur les routes françaises en ce qui concerne les accidents mortels. À peine 1 sur 100, précise la sécurité routière. En revanche, pour les accidents corporels, le délit de fuite est d'une banalité dramatique. C'était hier soir sur l'autoroute de l'Est. Près d'Alger, le Conseil national palestinien se prépare à un geste sans précédent dans l'interminable et douloureux conflit du Proche-Orient. Dans les heures qui viennent, la centrale devrait voter à une large majorité un projet de déclaration politique imposé par Yasser Arafat, qui définit ainsi une nouvelle stratégie à destination de Jérusalem, bien sûr, mais aussi de Washington. À Alger, Aubry Edler. C'est un pas historique que les Palestiniens semblent cette fois décidés à franchir après 40 années de combats et de haine. Les délégués du Conseil national palestinien vont sans aucun doute accepter dans leur communiqué final la résolution 242 des Nations Unies qui stipule clairement la reconnaissance de l'État d'Israël dans des frontières sûres, mais également le retrait israélien de territoires occupés, y compris la ville de Jérusalem. Un texte voté par l'ONU au lendemain de la guerre de 67 qui pourrait être la base d'une éventuelle conférence internationale sur la paix au Proche-Orient. Le nationaliste Georges Habash a donc accepté, après des nuits entières d'âpres discussions, ce qu'il lui semblait impossible d'envisager avant l'intifada il y a quelques mois encore. Il ne devrait néanmoins pas voter le texte du CNP, se contentant de s'abstenir pour ne pas troubler la volonté d'unité affichée par la centrale palestinienne. En revanche, 3 partis minoritaires s'apprêteraient à voter contre les résolutions proposées. Mais ce n'est que demain, en séance extraordinaire, que Yasser Arafat donnerait à ce CNP son impact psychologique et médiatique en annonçant la déclaration d'indépendance de l'État de Palestine. Ce serait en tout cas la première fois que le vote à la majorité se substituerait au scrutin à l'unanimité traditionnelle mais souvent démenti sur le terrain, le CNP se transformant ainsi en un réel parlement aux règles apparemment démocratiques. Oui, et le son en provenance d'Alger est bien mauvais, vous vous en êtes rendu compte. Le point essentiel, donc, l'OLP va accepter la fameuse résolution 242 que le Conseil de sécurité des Nations Unies a votée il y a 21 ans et qui entraîne implicitement la reconnaissance de l'État d'Israël. Jacques Merlino. 29 novembre 1947, l'Assemblée générale de l'ONU vote le partage de la Palestine en un État juif et un État palestinien. Les frontières définies alors seront de courte durée. Un premier conflit entre Israéliens et Arabes les bouleverse. L'État d'Israël ne tarde pas à s'agrandir. Juin 1967, nouveau conflit entre Israël et ses voisins. L'État hébreu occupe le Sinaï, la bande de Gaza, la Cisjordanie et une partie du Golan. 5 mois plus tard, le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte la résolution 242, résolution qui comporte 2 points essentiels. Le premier prévoyait le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés pendant le conflit de juin 1967. Depuis 20 ans, ce point fait l'objet d'une polémique, car si la version française est claire, la version anglaise laisse subsister un doute. Elle ne précise pas si Israël doit se retirer de tous les territoires occupés ou seulement de certains. Le second point stipulait que chaque État de la région voyait sa souveraineté reconnue et que son intégralité et son indépendance étaient assurées. Point important puisqu'il entraîne la reconnaissance d'Israël par les Palestiniens dès lors que ceux-ci adoptent cette résolution. Yitzhak Shamir, qui a été officiellement chargé aujourd'hui par le président d'Israël de former un prochain gouvernement de coalition avec les 2 principaux partis religieux et l'extrême droite, Yitzhak Shamir donc a déjà pris les devants, tandis que l'armée israélienne s'est déployée en force à Gaza et en Cisjordanie pour prévenir tout embrasement palestinien. Le Premier ministre israélien disait ce matin son scepticisme vis-à-vis du tournant palestinien.
Des pas tactiques, disait-il sur Europe 1. Pourtant, Yasser Arafat est en train de réussir une opération diplomatique qui risque de compliquer encore la tâche du prochain gouvernement israélien. Pierre Serra. Oui, c'est une situation finalement assez renversante et finalement très compliquée. D'un côté, Yitzhak Shamir donc ne cesse d'affirmer qu'il ne reconnaîtra jamais l'OLP et qu'il ne discutera jamais avec elle, prenant ainsi le risque de devenir l'homme du refus, alors que jusque-là le refus était arabe. Et puis en face, enfin je veux dire à Alger, eh bien on a Yasser Arafat qui tout d'un coup veut se ranger dans le cadre de la légalité internationale, c'est-à-dire des résolutions des Nations Unies dont nous venons de parler. Avec, ajoute-t-il, une condition, c'est que cette légalité internationale soit applicable aux deux parties, c'est-à-dire en clair, eh bien aux Palestiniens et à Israël, ce qui est donc, comme vous le disiez, une reconnaissance implicite. Alors c'est une opération effectivement tactique peut-être. Arafat, qui était l'homme du refus, le chef du parti du refus, devient tout d'un coup l'homme d'un certain dialogue possible. Et ça c'est important. Ce qui est risqué pour lui, c'est que si ces résolutions qu'il va réussir à faire adopter par le Conseil national ne sont pas mises en pratique sur le terrain, tous ceux qui le soutiennent aujourd'hui vont se retourner contre lui. Et c'est sans doute là-dessus que compte Yitzhak Shamir. Alors la paix dans tout cela, vous allez me dire, eh bien elle est repoussée une fois de plus dans ces conditions à plus loin. En tout cas, déjà le colonel Kadhafi s'indigne. À Washington comme à Moscou, on attend avant de réagir la formulation exacte du texte qui devrait donc être voté cette nuit à Alger. Remous autour du dollar et manœuvres en coulisses. Le secrétaire américain au Trésor a démenti tout à l'heure l'intention de son gouvernement de pousser à la baisse du dollar. La devise américaine est passée ce matin à Paris en dessous des 6 francs et les suppléants des ministres des Finances des 7 grands pays industrialisés pourraient se réunir incessamment et discrètement à Paris. 5 jours après l'élection présidentielle, la presse américaine a trouvé matière à un nouveau duel, un duel de dames. Ce n'est plus Bush Dukakis, mais Barbara Nancy, la future première dame des États-Unis. 43 ans de mariage et 17 déménagements imposent déjà un style qui n'est pas tout à fait celui de Mme Reagan, comme l'observe Paul Naon. Le soir de la victoire, George Bush heureux aux côtés de sa femme Barbara. Mais pendant la campagne électorale, l'épouse du vice-président aura été stoïque devant la méchanceté des électeurs qui n'ont pas toujours été très élégants. Barbara se plaint aujourd'hui, on m'a trouvé trop vieille, certains m'ont conseillé de me faire teindre les cheveux, d'autres m'ont pris pour la mère de George. Mais la mère de George Bush, la voici, nous l'avions rencontrée en mai dernier à Miami. Barbara Bush est mère de 5 enfants et grand-mère de 10 petits-enfants. Elle a déjà annoncé que ceux-ci viendraient jouer sur la pelouse de la Maison-Blanche. Il faut remonter à John Kennedy pour retrouver la présence d'enfants à la résidence des présidents américains. Madame Bush veut avoir une présence vigilante mais discrète auprès de son mari. Les Américains ont en général pour la première dame des États-Unis une tendresse toute particulière. Ils ont déjà pardonné à Nancy Reagan son autoritarisme et surtout d'avoir consulté les astrologues pour déterminer l'emploi du temps exact de son mari. Double plaidoyer aujourd'hui en faveur de Mikhail Gorbatchev à Bologne. Alexandre Dubček a lancé un vibrant appel à ce qu'il a appelé la grande maison européenne pour qu'elle soutienne la tentative Gorbatchev. Et à Washington, rencontre symbolique aujourd'hui à la Maison Blanche, le président Reagan a reçu Andrei Sakharov. Emmanuel Vanni. Soutien critique à la politique de Mikhail Gorbatchev, c'est ce que l'ancien dissident soviétique est venu expliquer au président américain. Andrei Sakharov est de fait un partisan inconditionnel de la perestroïka, la restructuration du système soviétique engagé par le Kremlin. Son échec, dit-il, je cite, conduirait Moscou à considérer l'expansion territoriale comme une nécessité politique, ce qui ferait de l'Union soviétique un pays très dangereux pour l'équilibre mondial. Fin de citation. Les derniers boulons sont serrés. Buran, la tempête de neige en russe, est à nouveau prête à décoller. Il y a 3 semaines, le compte à rebours avait été interrompu 51 secondes avant l'allumage. Tous les problèmes semblent avoir été réglés. Cette fois, la première navette spatiale soviétique devrait décoller à 4 heures du matin, heure française. Vol automatique sans équipage, un rapide aller-retour dans l'espace, 2 tours de terre et Buran reviendra se poser non loin de son site de lancement. Élection municipale demain au Brésil. Peu de discours politiques, mais des arguments chocs. Dans le nord du pays, on recrute des tueurs à gages, 3 candidats assassinés. À Rio, campagne beaucoup plus chaleureuse. Les tracts des candidats ont cette allure.
Des arguments de poids, de quoi convaincre les abstentionnistes les plus farouches. L'épopée du caoutchouc, le vagabondage tout en humour et en sensibilité au cours de 75 ans d'histoire de France, ce sont le thème et le style d'Éric Orsena, prix Goncourt 88. 6 tours de scrutin et une voix de mieux sur Bernard-Henri Lévy. Sylvie Marion a succombé au charme de l'auteur. Éric Orsena, prix Goncourt 1988, est le plus gai des romanciers. Il rit tout le temps, il adore faire des farces. Il était au comble du bonheur à l'annonce de son prix. Moi, je crois que ma mère me regarde en ce moment et je l'embrasse alors. Oui, je l'embrasse. Son roman L'exposition coloniale est aussi un roman très jubilatoire. C'est une histoire de famille de 1883 à 1954. Il y a une grand-mère qui rêve d'empire, il y a un père qui est un assez grand cavaleur, et il y a un fils qui va très vite tomber amoureux de deux sœurs. Et puis ils se promènent à travers le siècle, ils se promènent à travers l'Angleterre, le Brésil, l'Indochine. Et puis ils sont des gens qui sont un peu amoureux tout le temps et très gourmands de tas de choses, de dames bien sûr, mais aussi de bonne cuisine, de voyages, de forêts, de courses automobiles, de bicyclettes. Et voilà, donc j'ai essayé de raconter tout ce que j'aimais bien. Éric Orsena était en bonne compagnie avec René Depestre, prix Renaudot, qui décrit ainsi son propre livre. Je crois que c'est un éloge du réel merveilleux féminin. Sur le réel merveilleux féminin, Orsena et Depestre sont bien d'accord. Le Goncourt et le Renaudot 88, un très bon cru, deux très belles histoires qui reflètent la joie de vivre de leurs auteurs. Le titre du prix Renaudot, donc de René Depestre, Adriana dans tous mes rêves, publié chez Gallimard. Et puis cette innovation à applaudir, 1 heure après l'attribution du Goncourt, l'exposition coloniale d'Éric Orsena était disponible en braille informatique grâce à la Fondation Bull qui a inventé un système d'ordinateur en relief pour les aveugles. Prochain prix pour les auteurs malheureux, jeudi, le Grand Prix de l'Académie française. Il fête ses 60 ans sans une ride, Mickey, qui n'a pas fini d'enchanter les grands et les petits-enfants. Mickey est bien né en novembre 1928. Il a un peu changé depuis, mais il continue de régner sans partage dans le monde entier et de faire des affaires en or. Georges Bégou. New York, 18 novembre 1928. En noir et blanc, Mickey crève l'écran. Depuis, l'espiègle Souriceau a tourné 188 films. Souriceau, vous avez dit souris, Mickey ne devint souris qu'après de longs mois d'hésitation. Son père Walt Disney voulait en faire d'abord un moustique, puis un lapin, enfin un chat. Curieuse filiation, c'est à Félix le chat que la souris doit beaucoup. Dans les années 20, la mode était à ce félin malin. En 60 ans, le vaillant rongeur a considérablement agrandi son fromage et s'est imposé comme un redoutable businessman. 2400 sociétés ont acheté de par le monde des contrats de licence. Le chiffre d'affaires annuel réalisé à partir de Mickey représente 5 millions de francs. Happy birthday Mickey. Bon courage pour la tournée d'exposition qui racontera ton histoire dans 80 villes de France et touchera quelques 6 millions de visiteurs. Happy birthday encore, un autre anniversaire à fêter aujourd'hui dans l'humour toujours, celui du prince Charles. À Birmingham aujourd'hui, au milieu des jeunes déshérités dont il s'occupe, il arborait en boutonnière un badge, comme on dit, une formule que personne ne reniera, la vie commence à 40 ans. Sans transition, les pronostics de Pierre Hebresse pour le tiercé demain à Saint-Cloud. Vous allez, voilà, les voici sur votre écran, le 2, le 12, le 7, le 1, le 3, le 17, le 9 et le 14. Vers 23 h tout à l'heure, Henri Sagnier vous présentera la dernière édition de ce journal, tout de suite après les chiffres et les lettres. Demain, 6 h 45, comme tous les matins, Roger Zabel, invité des 4 vérités, Pierre Guilaine, le vice-président du CNPF. Dans un instant, Laurent Cabrol, très bonne soirée sur Antenne 2, à demain 20 h.